Bienvenue, bonsoir à tous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur RTI 1 pour l'information. Le défunt président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, a été inhumé aujourd'hui vendredi sur sa terre natale, Séguéla. Le chef de l'État a fait le déplacement. Le président Alassane Ouattara a assisté à la prière mortuaire à la grande mosquée de Séguéla, aux côtés des familles politiques et biologiques du défunt. La COP15 se tient à Abidjan depuis le 9 mai dernier. Les réflexions se poursuivent en faveur de l'environnement jusqu'au 20 mai prochain. Une rencontre mondiale rythmée par des travaux en salle, mais aussi des visites de terrain et des initiatives pour la préservation de la planète. La ministre de l'Éducation ouvre officiellement le chantier de construction d'un lycée de jeunes filles à Daloa, dans le centre-ouest ivoirien. Au bout de 15 mois de travaux, ce sont 1500 jeunes filles de la région du Haut-Sassandra qui pourront être accueillies dans cet établissement d'excellence. Décès du président des Émirats arabes unis, le cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan. 40 jours de deuil officiel, les drapeaux en berne. Pas de travail dans le secteur privé comme public pendant 3 jours. Le vice-président et Premier ministre assurent la présidence par intérim, comme le prévoit la Constitution. Bienvenue. La Côte d'Ivoire est en deuil. L'ultime séparation a eu lieu ce vendredi. Le pays a accompagné en ce jour saint en islam le défunt président de l'Assemblée nationale à sa dernière demeure. Le chef de l'État a pris part à la prière mortuaire avant la mise en terre de Amadou Soumaoro. Mahama Traoré nous fait vivre ces images fortes en émotion. Vendredi, jour de grande prière pour les musulmans. Jour consacré à l'adoration et aux invocations. But ultime de cette dévotion spirituelle, la quête de l'agrément divin, une quête à laquelle se sont attelés les croyants qui se sont rendus ce jour à la grande mosquée de la ville de Séguéla, un édifice que connaît bien un natif de la localité, Feu Amadou Soumaoro, le président de l'Assemblée nationale, décédé le 7 mai dernier. Pour la prière mortuaire, constituant l'ultime phase de ses obsèques, le président Alassane Ouattara a fait le déplacement de Séguéla, en compagnie du vice-président de la République, Timoko Melie Kone, des présidents d'institutions et de plusieurs membres du gouvernement, avant d'intercéder en faveur de l'âme d'Amadou Soumaoro, comme l'exige la tradition musulmane. Imam Aboubakar Bakayoko a prié pour le chef de l'État, une fois de plus, éprouvé par la disparition d'un fidèle compagnon. Très chers fidèles musulmans, Dieu dit dans le Coran que toute âme goûtera la mort. Amadou Soumaoro a goûté la mort. Que Dieu nous pardonne. Le prophète Mohammed a dit, la mort est une porte où tous rentrons. Nous demandons à Dieu une longévité sur terre et qu'il nous accorde tous le paradis. Monsieur le Président de la République, son Excellence El Hadj Alassane Ouattara et sa délégation, que Dieu donne une longue vie, la bonne santé, sa santé de fer au Président de la République pour gérer notre beau pays, la Côte d'Ivoire, vers l'émergence 2030. Après la prière mortuaire, la dépouille d'Amadou Soumaoro peut se retirer. Direction le caveau familial situé au quartier Soumaoro, où le défunt sera porté en terre en toute intimité. Feu Amadou Soumaoro inhumé dans la cour familiale auprès de son père Loseni Soumaoro. La famille politique s'est mobilisée et s'est tenue auprès des populations et de la famille biologique du défunt. Sur place à Séguéla, la soirée d'hier a été consacrée à une veillée religieuse pour le repos de l'âme du disparu. Abou Sanogo. Séguéla, place de la République. Veillée religieuse pour le repos de l'âme du président de l'Assemblée nationale Amadou Soumaoro. Une centaine d'imams venus du district du Woroba, comprenant les régions du Bafing, du Béré et du Worodougou, soutenus par le COSIM, rassemblés en présence des cadres et élus de la région pour élever la voix vers Allah
afin que l'illustre disparu intègre le royaume céleste. Lecture du Saint-Coran, invocation, prière et bénédiction ont meublé cette veillée religieuse. Tour à tour, les guides religieux ont prié pour le repos de l'âme de Amadou Soumaoro. Ils ont également prié pour le chef de l'État Alassane Ouattara, qui perd un de ses fidèles serviteurs, avant d'inviter les élus et cadres du Woroba à l'entente. Depuis le décès à Abidjan, à commencer par le président de la République et tous les membres du gouvernement, la famille de Séguéla a été soutenue. Nous avons levé nos supplications au Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il pardonne à notre aîné et qu'il lui accorde le paradis et surtout sa félicité et ses grâces. Il faut faire des prières et des bénédictions pour lui, pour qu'après lui aussi soit meilleur par rapport au moment de son vivant. Rien n'est difficile pour Dieu, il est capable de tout. Je pense que la région doit garder toujours l'espoir. L'espoir en Dieu et l'espoir au chef de l'État. C'est une perte que pleure le pays tout entier. Et le dimanche 15 mai prochain, les cérémonies du 7e jour vont se tenir à Abidjan. Les Émirats arabes unis également en deuil. Les autorités annoncent le décès du président, le cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan. 40 jours de deuil officiel, les drapeaux en berne. Le vice-président et premier ministre, Cheikh Mohamed Ben Rachid, assure la présidence, et cela jusqu'à ce que le Conseil fédéral se réunisse afin d'élire un nouveau président dans un délai de 30 jours, comme le prévoit la Constitution. À ce propos, dans un message officiel, le président Alassane Ouattara a adressé au peuple des Émirats arabes unis toute sa compassion, et je vous en donne lecture. À M. Mohamed Ben Rachid Al Maktoum, chef de l'État par intérim des Émirats arabes unis. Monsieur le chef de l'État par intérim, j'ai appris avec consternation la triste nouvelle du décès survenu le vendredi 13 mai 2022 de son Altesse Khalifa Ben Zayed Al Nahyan, chef de l'État des Émirats arabes unis. En cette circonstance particulièrement douloureuse, je voudrais, au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, ainsi qu'en mon nom propre, exprimer à vous et au peuple des Émirats arabes unis, de même qu'à la famille de l'illustre disparu, mes condoléances les plus attristées. Je salue la mémoire de ce grand serviteur de l'État et du peuple qui a contribué au rayonnement des Émirats arabes unis et qui a accompagné les 2 dernières décennies l'ascension fulgurante de son pays sur la scène internationale. Puisse son âme reposer en paix. Très haute et fraternelle considération, c'est signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Et nous refermons ce chapitre sombre pour ouvrir celui de la COP 15. Elle se tient à Abidjan depuis le lundi 9 mai dernier. Le plus important rendez-vous mondial sur la lutte contre la désertification et la sécheresse se tient depuis maintenant 5 jours dans la capitale économique ivoirienne. Des femmes, des jeunes engagés pour la préservation de l'environnement pour un monde plus vivable. Initiative Terre, une affaire de tous. C'est le dossier Vie d'ici réalisé par Grace Kando et Franck Quadio. C'est une journée comme les autres. Abou et ses amis du réseau estudiantin pour la valorisation de l'intellect et du leadership africain se retrouvent au campus universitaire de Cocody de façon régulière. Il faut créer de l'espace autour pour que ça puisse bien se développer. Depuis 2018, date d'une opération planting d'arbres réalisée ici, les membres de l'équipe se relaient pour l'entretien des plants. Plusieurs dizaines de plants disséminés un peu partout, du moins ceux qui ont résisté au temps. Et cela est loin de décourager ces acteurs de la préservation de l'environnement. On a fait ce planting pour que ça puisse grandir, produire de l'homme et aussi protéger l'environnement. On essaie de le faire et puis on espère toujours sensibiliser nos amis jeunes pour qu'ils puissent comprendre l'ampleur et l'enjeu même du reboisement. Si Abou et ses camarades ont en foi en leur projet, c'est en partie en raison du bien-être que ces arbres procurent
comme en témoigne cet étudiant. Nous, étudiants, nous, ce que nous engageons de manière bénévole à ces actions, c'est-à-dire dans le planting d'arbres, nous faisons du bien à nous-mêmes. C'est la preuve que je suis assis sous un arbre en train de réviser. Une démarche citoyenne, du fait, ces jeunes bénévoles voient cependant plus loin. Je dis un jeune de retourner à la terre, c'est comme s'il avait échoué. Mais il faille que ce paradigme-là change et que le retour à la terre soit véritablement une aubaine. Comme à bout des rêves, Mouna et son équipe en ont en partage. Elle, c'est au sein d'une communauté, la communauté verte, qu'elle exprime son engagement. Nous la rencontrons au cours de l'une de leurs multiples activités. La planète, c'est une affaire de tous. Donc nous, à notre niveau, nous faisons des formations des bénévoles, des formations des femmes dans le domaine de l'agriculture maraîchère, aussi des enfants sur le recyclage et les jeunes. Préservation de la terre, renforcement de compétences, formation des jeunes et des femmes, tous impliqués comme eux dans leur vision, c'est la Green Community. Chaque jeune qui vient avec son projet, s'il faut l'aider à innover ou à peaufiner, on l'aide. On a des jeunes, par exemple, de Kororo qui nous ont contactés pour faire du reboisement au niveau de Kororo, parce que nous savons que là-bas, c'est la savane. Donc chaque commune ou chaque ville de la Côte d'Ivoire apporte ses projets, nous les accompagnons. Brin d'enthousiasme, mais fort désir d'aller de l'avant. Cela passe par la multiplication des contacts et autres soutiens. Le relationnel occupe une grande partie de l'agenda de ces jeunes activistes. Nous retrouvons à bout au lendemain de notre rencontre, cette fois sur le site de la COP 15 à Cocody. Le jeune homme est venu au hall d'exposition rencontrer de potentiels partenaires. Être actif sur le champ de la préservation de l'environnement, mouvements de jeunesse et organisations féminines en Afrique en prennent de plus en plus conscience. Les femmes sont braves, elles veulent travailler, mais elles n'ont pas accès à la terre. Elles ne sont pas soutenues, elles ne sont pas encadrées. Il n'y a pas de formation, il n'y a pas de renforcement de capacité. Elles ne bénéficient pas de subventions pour avoir des équipements, pour pouvoir réduire la pénibilité de leur travail. Comment voulez-vous qu'on parle d'un monde meilleur sans donner la place qu'il faut à la femme? Au Tchad, la désertification avance de 4 km chaque année. Donc imaginez si vous avez 30 ans, comme la COP a 30 ans, combien de kilomètres qu'on a pu avancer sur la désertification. Donc c'est une réalité de communauté qu'on est en train de voir de jour en jour. Donc ce n'est pas une concept raison pour laquelle on est là pour le combattre. Mais la masse silencieuse, elle, reste dans l'immobilisme. Selon une récente enquête internationale, 60% des jeunes de 16 à 25 ans sont inquiets de l'avenir de la planète. Des jeunes qui, selon certains observateurs, ne sont pas impliqués. Quand on regarde là où il y a les terres dégradées, il y a l'environnement qui est dégradé. La plupart du temps, les jeunes sont partis. Ils partent en migration. Et pourquoi ils partent? Parce que les jeunes ne sont pas valorisés. À la fin de la COP, on recevra un rapport. Et dans le rapport, on dira que voilà, les jeunes ont dit ceci. Pourquoi ça ne pourrait pas être là? Les jeunes ont fait ce rapport après un forum. Donc moi, je souhaiterais que demain ou après-demain, il y ait une prochaine COP organisée par les jeunes. Parce qu'on le dit tout le temps, c'est pour les générations futures. Je pense que les jeunes, ils sont un peu plus proches des générations futures. Alors pourquoi est-ce qu'on ne leur donne pas la possibilité de pouvoir vraiment être le porte-parole de leurs petits frères, vu que c'est une génération un peu plus proche d'elles? Le hic, c'est que de nombreux jeunes perçoivent la préservation de l'environnement comme un hobby. On peut cependant en faire un métier. Le mois dernier, nous étions au niveau de Dabobo et nous avons formé plus de 20 jeunes filles sur le recyclage, juste à partir des déchets plastiques. On peut être des revendeurs de ce que les autres ont fait. On peut être des intermédiaires, c'est-à-dire mettre en relation les vendeurs et les acheteurs. Donc les emplois sont légion. Des métiers liés à la terre, des jeunes et des femmes qui ont besoin davantage d'être outillés. La solution semble redondante, mais les observateurs restent formels. Ces jeunes qui ont le potentiel en termes d'énergie assez, en tout cas, intéressant et assez important, devraient aussi, en tout cas, pouvoir jouer ce grand rôle. Et c'est pour tous les acteurs d'ailleurs, que ce soit les politiques, que ce soit les acteurs du développement rural, que ce soit effectivement les influenceurs, que nous puissions aussi davantage impliquer ces jeunes. Une conférence des parties ouverte à toutes les préoccupations. La COP est le lieu de mettre tous les acteurs au même niveau d'information. Les Nations Unies encouragent les initiatives des femmes et des jeunes à travers plusieurs agences, notamment ONU Femmes, qui est l'agence qui veille à ce que les femmes qui sont dans le circuit de production agricole, surtout en zone rurale, aient leurs revenus augmentés de façon substantielle
et qu'elles puissent aussi bénéficier des services sociaux de base tels que la santé, l'éducation, l'accès à l'eau potable et tous ces éléments. Donc le travail se fait de telle sorte qu'in fine, on améliore les conditions de vie de ces femmes. Pour les jeunes, il s'agit surtout à travers l'Organisation internationale du travail, voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut créer une série d'emplois autour de certaines chaînes de valeur. Comment l'agriculture peut faire de telle sorte qu'on puisse recruter un maximum de personnes. Jeunes et femmes engagées dans cette vision mondiale contre la désertification, ces deux entités occupent plus de 80% de la capacité de production mondiale selon les Nations Unies via le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Et les 5000 participants venus de 197 pays peuvent se déplacer sur les différents sites de cette COP15 à vélo. Une façon de joindre l'acte à la parole et lutter contre la pollution et surtout une initiative en corrélation avec les thématiques développées lors de cette rencontre mondiale. Grâce Kando. COP15 à vélo est une solution de vélo en libre service dans la zone de la COP. L'initiative vise à promouvoir le déplacement à vélo comme un moyen de transport alternatif non polluant. Des vélos disponibles sur le site via une application mobile. On va sur le Play Store, sur l'App Store et on télécharge à Vélo World. Une fois qu'on a téléchargé l'application, on rentre dans l'application et on renseigne la base de données. Une fois que tout est prêt, on commande les vélos, c'est gratuit et on circule sur tout l'espace en fait de la COP 15. Et on enregistre plus de 100 personnes par jour. C'est de 8h à 17h. Nous sommes tous ravis de trouver un nouveau moyen de déplacement très écologique. Ce sont des vélos qui travaillent avec l'énergie mécanique et aussi l'énergie électrique, bons pour l'environnement, qui ne polluent pas, qui sont aussi très faciles à manier avec seulement une poignée et qui nous permettent de faire notre travail en toute aise sur le site de la COP. La COP 15 porte sur la désertification et la sécheresse. Pour les initiateurs de ce projet, il existe une corrélation entre le thème et la promotion du vélo. Le vélo est un support qui émet zéro pollution. Donc on parle de désertification, certes, mais pour aller poser une action qui est dédiée soit à la forêt ou soit à un intérêt qui est lié à l'environnement ou au développement durable, il va falloir se déplacer. Donc se déplacer de manière propre. C'est ce qui est conseillé parce que nous sommes déjà dans les changements climatiques et la solution, c'est l'adaptation. Et nous devons changer aussi notre mode de vie. Plus de 200 vélos ont été déployés sur le site, un projet soutenu par le système des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Et on change de tableau dans le domaine de l'enseignement supérieur. La Côte d'Ivoire veut présenter un candidat au poste du secrétaire général du CAMES, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est en tournée dans la sous-région afin de créer le consensus autour de la candidature ivoirienne. Didier Nguessan. Le 27 mai prochain, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES désignera son nouveau secrétaire général, un poste pour lequel la Côte d'Ivoire, pays membre de l'institution, ne cache pas ses ambitions. C'est cette aspiration que le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, est venu partager avec son homologue Nzangi Butondo, ministre de l'Enseignement supérieur de la République démocratique du Congo. La RDC est un pays ami, je dirais même un pays frère. Nous sommes venus solliciter son appui pour l'élection de notre candidat. Honnêtement, nous ne doutons pas une seule seconde de l'appui que la RDC pourrait nous apporter pour que notre compatriote soit élu à la tête du CAMES. Après l'étape de la RDC, Adama Diawara a rencontré les ministres de l'enseignement supérieur du Congo et du Cameroun. Il a mis en exergue les atouts du candidat de la Côte d'Ivoire pour le poste de secrétaire général du CAMES et a invité ses confrères à s'unir autour de sa candidature pour son élection. En marge de ces visites, le ministre Adama Diawara a été reçu en audience par le président du Niger, Mohamed Bazoum, et celui du Sénégal, Macky Sall. Les deux chefs d'État ont félicité le patron de l'enseignement supérieur ivoirien pour ses initiatives visant à améliorer le système universitaire des pays membres du CAMES.
Elles sont issues des universités et grandes écoles de Côte d'Ivoire. 23 étudiantes ont été primées pour l'excellence dans leurs résultats dans les sciences dites exactes. Le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation vient de les primer. Elles ont reçu chacune un ordinateur et la somme de 1 million de francs CFA. Didier Nguessan. Elles sont étudiantes inscrites dans les facultés de sciences, technologie, ingénierie et mathématiques des grandes écoles et universités publiques de Côte d'Ivoire. Ces 23 jeunes filles sont récompensées avec un ordinateur portable et un chèque d'1 million de francs CFA. L'initiative est conjointe au programme d'appui stratégique à la recherche scientifique, PASSRES, et au Fonds pour la science, la technologie et l'innovation, FONSTI. Nous avons besoin de femmes bien qualifiées, excellentes, pour supporter, pour encourager, n'est-ce pas, le développement socio-économique et culturel de notre pays. Nous souhaitons qu'on mette l'accent sur la beauté intellectuelle des jeunes filles de Côte d'Ivoire. Cette distinction encourage les jeunes filles à s'orienter davantage vers les sciences expérimentales et en être des références à l'image de leur marraine, professeure Mireille Dosso, directrice de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire. De cette distinction, nous retenons que l'effort n'a pas de genre et demeure le meilleur argument en faveur de la promotion des femmes au sein des sciences. La tutelle ministérielle entend augmenter l'effectif de filles inscrites dans les filières scientifiques, estimé actuellement à 23%. Avec des filles aussi brillantes que celles que nous venons de célébrer, nous ne désespérons pas. À travers elles, nous encourageons les bacheliers à s'inscrire dans les filières scientifiques et à y demeurer jusqu'à l'obtention d'un diplôme honorable pour une quête d'un emploi décent. Depuis 4 ans, le FONSTI a primé 85 étudiantes et compte mettre en place un fonds dédié aux femmes scientifiques. Les plus jeunes sont également invités à emboîter le pas à leurs aînés et pour leur donner les moyens d'exceller, un programme de construction de lycée Jeunes Filles d'Excellence est en cours. La première pierre de celui de Daloa a été posée par la ministre de l'Éducation, Sephora Zegui. Ce geste consacre le lancement officiel du lycée d'excellence avec internat pour jeunes filles de Daloa. Ce joyau architectural d'un coût global de 5 milliards de francs CFA sera bâti sur 10 hectares pouvant accueillir près de 1500 élèves, répond aux standards internationaux. Ce projet qui s'étend sur une superficie de 10 hectares est constitué de 4 zones. La zone pédagogique qui comprend un bâtiment administratif, une zone d'hébergement, c'est la deuxième zone, qui comprend 2 dortoirs de 600 places chacun, soit un effectif de 1200 lits. Le lycée d'excellence de jeunes filles de Daloa, un soulagement pour les populations du Haut-Sassandra. Nous, les femmes de Daloa, nous sommes très contentes, très heureuses. Nous savons maintenant que nos doléances sont prises en compte et que nos filles seront en sécurité. Plus qu'une grande joie, nous devons remercier le président de la République, le président Alassane Ouattara, qui, dans les 6 sites nationaux retenus pour faire ce collège d'élite, est retenu Daloa. Et nous pensons que la région du Haut-Sassandra lui en sera infiniment reconnaissant. En plus de Daloa, 13 lycées genre seront construits sur toute l'étendue du territoire national. Selon la ministre Mariatou Koné, ceci est la réalisation de la vision du président de la République en matière d'éducation. Pour l'éducation nationale et l'alphabétisation, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, le Premier ministre Jérôme Patrick Hachi ont choisi le triptyque Excellence, Filles, Proximité. 4 lycées d'excellence mixtes sont en construction également, Boaflé, Abangourou, Bandoukou et San Pedro. Il y a également un collège d'excellence pour le Boukani à Bouna. Vous aurez vu, c'est un quadrillage du territoire national pour rapprocher l'école des parents, pour rapprocher l'école des élèves et pour favoriser
la scolarisation des filles. Voilà qui est fait. Dans 15 mois, Daloa et 5 autres villes auront leur lycée de jeunes filles, les 7 autres en 2024 et 2025. Et également jeunes garçons sont en outre invités à l'entrepreneuriat. Ce thème a été mis au devant de la scène lors du FEMUA 14. Le festival de musique urbaine d'Anoumambo a offert une plateforme d'expression à la jeunesse sur cette thématique qui la concerne. Isaïo. Employabilité et entrepreneuriat des jeunes. Ce thème du FEMUA 14, festival de musique urbaine d'Anoumambo, était au cœur d'un échange entre des experts, dont le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara, et les jeunes. Ce que j'ai pu retenir de ça, c'est que tout dépend de nous. On a toutes les choses à disposition dans notre société et c'est à nous d'y aller. Quand on veut, on peut. Et maintenant, mon expérience personnelle, à 14 ans, j'ai réussi à créer une marque. Et là, dernièrement, ce que j'ai fait, c'est de créer une association qui fournit des livres et qui cause à chaque fois, chaque année, pour certaines personnes défavorisées. Pour les panélistes, les jeunes doivent faire preuve de curiosité afin d'être mieux outillés sur toutes les potentialités d'emploi qui s'offrent à eux. Je vois la principale responsabilité entre leurs mains. On a beaucoup parlé de curiosité saine. La curiosité, c'est vraiment ça qui va permettre en fait aux jeunes de définir un projet qui est cohérent, de prendre un chemin qui est cohérent, qui lui ressemble, qui lui permet finalement de se réaliser dans le travail. Cette tribune, le ministre Adama Kamara l'a mise à profit pour indiquer que le président de la République, Alassane Ouattara, depuis 2012, a créé tout l'arsenal juridique afin d'offrir aux jeunes de meilleures possibilités d'emploi. Les jeunes non seulement doivent entreprendre, ils doivent entreprendre parce que le gouvernement, depuis l'avènement du président Alassane Ouattara à la magistrature suprême de ce pays, a fait un point d'honneur à mettre sur pied tous les instruments que vous pouvez vous imaginer et dont on a largement débattu pour qu'ils deviennent des patrons eux-mêmes. Adama Kamara a surtout invité les jeunes à faire bon usage de l'outil informatique. Les femmes de la commune de Cocody appelées à s'unir et à fédérer leurs efforts afin d'être autonomes. Elles ont ici été exhortées à la solidarité lors d'une célébration grandeur nature en leur honneur. Astou Touré. Le terrain du lycée classique d'Abidjan a drainé du monde le week-end dernier. Environ 1000 femmes de la commune de Cocody ont répondu présent à la première édition de la fête des mères, initiée par le fils de Cocody, Éric Taba. Je voudrais vous adresser tous nos vœux de bonheur. Chère maman, parce que nous vous aimons, nous vous devons respect et considération. La présente cérémonie m'offre également l'opportunité de remercier de façon spéciale la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, notre maman, dont l'amour et le soutien ne nous ont jamais fait défaut. Merci maman Dominique, merci. Je voudrais avec mes amis prendre l'engagement d'être plus présents aux côtés de nos mamans pour mieux les écouter et les accompagner utilement. Chère maman, nous voulons toujours bénéficier de votre amour et de votre tendresse. Dieu n'est-il pas amour? Dieu bénisse les mamans de Cocody et de Côte d'Ivoire. Cette rencontre était un moment de fraternité, de gaieté et de convivialité entre populations venues de différentes contrées de Cocody pour communier. Éric, c'est la population. Donc c'est ça qui me réjouit, ça qui fait qu'à tout moment quand il me dit maman viens, je viens avec lui. Et je tenais aussi à dire merci au chef de la nation, le président Alassane Ouattara, qui a permis à ce que Éric soit avec nous aujourd'hui, demain et à jamais. Les femmes de Cocody sont reparties les mains chargées de présents. Des dons composés de glacières, de casques, de gazinières, de gaz faitout. Autant de cadeaux qui ont mis du baume au cœur de ces femmes. Depuis combien d'années personne n'organise une fête des mères à Cocody? Mais avec l'enfant de Cocody aujourd'hui, nous avons pu réaliser le rêve de toutes ces mamans. Il n'a pas tenu compte des ethnies, il n'a pas tenu compte des partis politiques, parce qu'au-delà des partis politiques, M. Éric Taba est un enfant de Cocody. Je suis très joyeuse parce que ce n'est pas tout le monde qui peut avoir cette idée d'honorer les mamans. Donc pour nous, c'est une grâce.
Cette rencontre a enregistré la présence de plusieurs cadres de la commune de Cocody et des visages connus du monde du cinéma. Sur la scène politique, une délégation du RHDP est en mission d'information et de mobilisation dans le IFU. Voyons l'étape de Daoukro avec Kader Sogodogo. Daoukro porte le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP en cœur. Cette forte mobilisation pour écouter le chef de mission du parti présidentiel dans le IFU, Michel Kofi, cadre du parti, le traduit si bien. RHDP aujourd'hui, RHDP toujours. RHDP aujourd'hui, RHDP toujours. Michel Kofi a donné les objectifs de la restructuration au sein du RHDP. Les élections locales et la présidentielle à venir de 2025 se préparent déjà. Après avoir structuré notre leadership sur l'ensemble du territoire national, nous engageons aujourd'hui le processus de consolidation de nos acquis. La restructuration est donc un exercice d'audit, mais d'un audit constructif. Il s'agit pour nous de faire le point de notre infrastructure politique sur l'ensemble du territoire national, de tenir compte des nouvelles recrues que nous avons obtenues pendant ces années de gouvernance, mais surtout d'augmenter notre capacité de quadrillage du pays et de maillage du territoire. Le même message a été livré à Ouélé et à Etokro. La mobilisation des militants de l'IFU à chacune des étapes symbolise une adhésion totale aux orientations données par la direction du parti. Fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Très bonne fin de soirée. Excellent week-end sur RTI 1.